Bienvenue les amis, bienvenue dans l'Happy Hour de la rue du sel. C'est un plaisir de vous retrouver ce mois-ci et de retrouver nos invités des mois précédents dans l'émission La rue du sel. C'est le principe de l'Happy Hour, de retrouver également Jean-Phi. Salut Jean-Phi, ça va? Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, nos invités des mois précédents, et vraiment, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Bon, je dis à chaque fois, mais c'est vraiment vrai. Mais c'est vrai à chaque fois. Alors, petit tour de table pour ceux qui n'ont pas suivi les émissions des mois précédents, et c'est très grave, et n'hésitez pas à aller les voir, ces émissions, sur la page YouTube du sel. Alors, on a en plateau avec nous Anne-Florence de Portes Ouvertes. Oui, bonjour à tous. Annick, qui nous vient de l'ONG MEDER France. Oui, bonjour. Bienvenue également, et Patrick pour le sel. Bienvenue. Merci, bonjour. Voilà, donc on a passé des émissions vraiment passionnantes avec vous. Je pense avoir dit en simplicité, et je commence par ça parce que je sais, la fierté. La fierté qu'on a en tant que croyants de savoir qu'il y a des outils qui existent comme les ONG que vous portez ou que vous participez à porter. Il y a des outils qui nous permettent de déclencher des actions de solidarité. Des fois on se dit « Ah, mais comment faire pour aider? Je ne sais pas, je n'ai pas les outils. » Eh bien si, il y a des outils qui existent, qui sont efficaces, qui sont bien rodés, bien travaillés. Et il suffit de s'y connecter à ces outils. Donc respectivement, MEDER, Portes Ouvertes, le sel, il y en a d'autres bien entendu. Mais voilà, vraiment une grande fierté de savoir que vos projets existent, que des gens se lèvent pour les porter et continuent de se lever pour les porter. Alors, avec grand plaisir. Oui, c'est une émission où on lance des fleurs aussi. Le principe, on vous l'a dit, on vous le rappelle à vous qui nous regardez, on a repéré 3 choses que vous avez en commun et on va discuter ensemble en simplicité de ces 3 choses. Bien sûr, vous avez peut-être plein de choses en commun au-delà de tout ça, mais c'est celle qu'on a repérée. La première que j'ai envie de jeter sur le tapis, qu'on puisse en parler ensemble, c'est, je crois, les acteurs locaux. Vos 3 structures fonctionnent, existent, travaillent avec pertinence grâce à des acteurs locaux, des gens sur le terrain dans d'autres pays qui portent l'action et qui sont le bras armé, j'ai tendance à dire, de l'action de terrain aussi. Et j'avais vraiment envie de... Et je crois que... Alors je ne sais pas si je me trompe, je vous vois un petit peu acquiescer. Ouf. Mais est-ce que vous confirmez que fondamentalement, MEDER, Portes Ouvertes, le sel, fondamentalement, c'est presque premièrement des acteurs locaux sur le terrain, de la culture locale sur le terrain, qui portent les actions. Peut-être on va commencer par Portes Ouvertes, je crois que c'est particulièrement le cas, Anne-Florence. Oui, tout à fait. Nous, notre vocation, c'est de soutenir l'Église pour qu'elle puisse tenir ferme. Mais la manière de la soutenir, ça dépend vraiment des besoins sur le terrain. Et ce n'est pas à nous de décider quel est le besoin. Donc on a vraiment une logique qui est de faire remonter de nos partenaires, de nos réseaux, des églises locales, des gens qui vivent et qui connaissent, ils nous font remonter leurs besoins. Est-ce que c'est un besoin d'accompagnement spirituel? Est-ce que c'est un besoin de littérature biblique? Est-ce que c'est un besoin de nourriture? Est-ce que c'est un besoin d'aide au développement, de cours d'alphabétisation? Il y a vraiment de microcrédits. Donc c'est très vaste et c'est vraiment une des valeurs de Portes Ouvertes, c'est d'être guidé par l'Église persécutée. Ouais. C'est-à-dire qu'on est à son service à tous les niveaux. Donc les projets naissent de la demande des chrétiens persécutés. Ouais. Et on le disait dans l'émission ensemble, j'ai plus le chiffre exact, mais ça vaut peut-être le coup de le redire. Le nombre de pays où il y a je sais pas, on appelle ça des bases Portes Ouvertes, c'est ça le bon mot? Oui, alors tu parles des bases de développement, c'est-à-dire les endroits où on communique, ou les pays où on a des bases terrain, c'est-à-dire les endroits où on travaille. D'accord, mais tu peux nous donner la précision, c'est très bien. Oui, alors on travaille dans 73 pays qui sont regroupés en 5 grandes régions et on a des équipes, alors pas forcément dans les 73 pays, mais parfois une équipe dans un pays va gérer les pays autour. Donc on a des équipes en Afrique, en Asie, dans les différentes Asies du Sud-Est ou plutôt dans toutes les parties de l'Asie et en Amérique latine aussi. Voilà, ça c'est pour les bases de terrain. Donc c'est les bénéficiaires finalement voilà. de fonds aussi et qui vont pouvoir mener des actions de terrain. Quoi. Voilà. Et donc il y a des équipes qui coordonnent, qui font les analyses et qui nous font remonter les besoins. Et ensuite il y a une vingtaine de bases qu'on appelle des bases de développement. Et ça c'est les bases dans les pays libres, dits libres, dans lesquels on communique, on informe, on sensibilise et on collecte des fonds pour soutenir ces projets. Ok, seulement une vingtaine? Ouais, il n'y a qu'une vingtaine de pays. Ouais, c'est les grands pays européens, l'Australie, l'Afrique du Sud, les États-Unis, les pays de l'Europe du Nord, voilà. Ok, merci.
Je trouve des fois ça. Bien sûr, peut-être pour toi c'est ton quotidien, mais des fois, extérieurement, on n'y voit pas forcément clair comme ça dans des structurations, et ça permet de peut-être replacer les choses aussi. Annick, pour MEDER, certes, il y a ces équipiers qu'on évoquait ensemble, prêts à partir sur le terrain en cas d'urgence, en cas de catastrophe, mais aussi il y a vraiment fondamentalement un travail avec les gens sur le terrain, quoi. Dans tous les cas, il y a un travail effectivement avec les communautés sur place. En fait, MEDER, c'est les communautés locales et des équipes internationales qui vont travailler ensemble. Donc, au niveau des équipes, on a donc des équipes qui sont impliquées dans les différents pays où on travaille, donc des équipes d'expatriés, mais qui vont travailler main dans la main avec les communautés. Et si, par exemple, il y a des projets plus durables d'accès à l'eau, par exemple, tout ce travail de définition de l'endroit où on va développer l'accès à l'eau, etc., tout ce qui est mis en place sera fait main dans la main avec les communautés, avec les responsables de communautés, avec les élus, voilà. Donc c'est un travail main dans la main entre des équipes internationales et des équipes et des communautés locales, tout à fait, pour avoir un impact durable. Très bien. Je vais vous questionner après sur le challenge que ça peut représenter aussi. Avant ça, le SEL, service d'entraide et liaison, c'est presque la définition, quoi, de faire le pont entre l'église ici et l'église là-bas, dans des pays qui vivent des situations de pauvreté. Oui, effectivement. Ouais. Alors, on a deux schémas un petit peu différents entre ce qui est le parrainage d'enfants, puisque nous sommes dans le réseau de Compassion Internationale. Ouais. Donc, chaque Compassion, dans un des 25 pays, fait des protocoles d'accord avec des églises locales. Si elles sont intéressées de mettre en place des centres de développement de l'enfant et du jeune. Et donc, ce sont ces centres-là qui sont responsables des projets qu'ils veulent mener auprès des enfants, voilà, et qui s'adaptent en fonction du contexte, etc. Et donc, c'est eux que nous soutenons dans leur travail, en fait. Ouais, donc, vraiment totalement des gens du terrain, quoi, des églises du terrain implantées sur le terrain. Oui, et au niveau national, ce sont des directeurs nationaux qui sont là. Enfin, ils sont vraiment ancrés dans le contexte national et local. Et au niveau des projets de développement communautaire, là, ce sont des associations chrétiennes locales qui vivent sur place dans les situations de pauvreté et qui font part de leurs projets et de leurs besoins. Et donc, notre objectif, c'est surtout de ne pas tordre ce qu'eux pensent devoir faire, mais au contraire de les accompagner dans leurs projets. C'est eux qui sont responsables des projets qu'ils mènent sur place. Donc, nous sommes à leur écoute pour rentrer dans le cadre de ce qu'eux voient comme leur mission. Ouais. Et aujourd'hui, ça paraît comme une évidence. Oui, le truc, il ne faut pas que nous, Européens ou Américains, on débarque avec des soi-disant des bonnes idées, les bonnes choses à faire sur place. Ok, c'est comme une évidence aujourd'hui, et je pense plus personne n'a envie d'entendre ça. Mais j'ai quand même envie de peut-être vous entendre sur le défi que ça représente, ça, de bosser avec des gens qui nous ressemblent pas, qui culturellement sont différents. Alors, souvent, on partage une même foi, mais quand même, on sait à quel point la différence parfois peut être exigeante. Elle peut vraiment nous travailler, nous surprendre, nous déstabiliser. Est-ce que ça connecte à vos expériences Je me souviens d'un voyage que j'ai fait au Maroc. On voulait monter un projet d'accompagnement pour les femmes. Et oui, j'étais un petit peu surprise. C'était une autre temporalité. Par exemple, pour pouvoir caler 2-3 rendez-vous, il fallait prendre 3 jours parce il y avait tout l'aspect où il fallait rencontrer les personnes. Il fallait d'abord parler pendant une ou 2 bonnes heures de la vie, prendre le thé, manger des pâtisseries, parler des enfants, de la famille, avant de pouvoir peut-être un peu plus. Alors ça, je parle pas de notre équipe directement qui fonctionne quand même plus avec nos manières de faire. Mais c'est sûr qu'il y a quand même cette transculturalité qui est à apprécier. Et même dans les besoins, les ressentis, forcément, les équipes terrain, elles viennent avec leur vision et puis elles apportent leurs projets. On les suit, mais il y a toujours après un petit peu la manière de l'adapter, comment nous, on va pouvoir se saisir de ça, le fait que nous, on a besoin de reporting. Souvent, on a besoin qu'elles nous donnent des infos parce qu'on doit pouvoir communiquer, on doit pouvoir... il y a tout un aspect administratif qui est très important pour nous aussi par rapport aux lois, pour pouvoir justifier ce qu'on fait de l'argent, comment on le collecte, etc. Et pour eux, parfois, ils se disent, mais pourquoi vous nous embêtez avec vos demandes administratives? Nous, on est dans le vrai, dans le sujet, là. Et on passe pas mal de temps à faire des moments de rencontre ou des conférences pour essayer d'apprendre à se comprendre, à comprendre aussi les réalités de travail des uns et des autres.
Et il faut de l'alignement, il faut de l'ajustement. On Ouais. ne vit pas dans les mêmes mondes et même si on essaie de s'adapter à leur réalité, parfois ils doivent aussi un petit peu comprendre la nôtre. Ouais, C'est pas toujours il facile. faut déployer des ressources de temps et d'énergie à vraiment Et de concertation. voilà, se comprendre, quoi. C'est pas une évidence, quoi. Enfin, Non, ouais, non, on est d'accord. c'est pas toujours une évidence. Heureusement qu'avec Dieu, il y a vraiment une Bien base sûr. solide qui fait qu'on prie ensemble, on a vraiment un référentiel. Et je me rends compte quand même à quel point ça nous donne un socle commun pour beaucoup de choses quand même. C'est aussi étonnant de voir à quel point on se ressemble, parfois aussi, pour le fait de prier ensemble, de louer ensemble, tout ça, c'est quelque chose de très proche. Et puis après, il y a le reste de... Ça marche. Cette différence qui peut être challengeante à certains égards, comment vous l'avez vécu, Annick? C'est vrai que c'est un défi. Au travers de MEDER, dans nos programmes, il y a 90% de staff local et 10% d'expatriés. Voilà, Okay. En gros, 10 fois plus de staff local que d'expatriés. Donc, c'est une vraie force parce que ce sont des personnes qui sont issues des communautés dans lesquelles elles travaillent. C'est une force et c'est aussi effectivement un défi de formation aussi, d'accompagnement professionnel parce que, comme tu le disais, certaines personnes sont habituées à travailler, à vivre dans des contextes où il n'y a pas forcément, ça dépend des pays, on ne va pas généraliser, mais il n'y a pas forcément toujours toute la comment dire, je ne vais pas parler de rigueur, parce que ça veut, mais tout Le mode de le même fonctionnement, rapport, un mode de le fonctionnement. même rapport au temps. Et effectivement. moi, quand j'en parlais, c'est pas du tout un jugement, c'est juste une autre manière de gérer le temps. Voilà, tout à fait. Et donc, il faut les accompagner. Il n'y a pas toutes les procédures qui existent, alors qu'au niveau de MEDER, on a vraiment énormément de procédures de traçabilité, notamment quand un donateur fait un don, il faut qu'on puisse prouver jusqu'au dernier centime comment ça a été utilisé. Donc, ça nécessite tout un accompagnement. Et en fait, on a souvent aussi des témoignages de ces équipiers qui sont très contents d'avoir été formés. Donc c'est aussi, en plus du travail humanitaire, un travail de renforcement de compétences. Et ensuite, quand ces personnes elles travailleront pour d'autres organisations, c'est des acquis, des choses qu'elles auront aussi pu apprendre. Ouais. Après, il y a des pays où ça existe déjà. On ne va pas généraliser en se disant qu'il n'y a que ici qu'il y a des procédures qui existent. Mais, et c'est un défi. Et aussi, j'ai pensé à autre chose quand tu as dit ça. Il y a parfois, au niveau de MEDER, dans les équipes, des personnes qui sont issues d'ethnies différentes, qui dans la vraie vie sont même en conflit et qui sont amenées à travailler ensemble. Et c'est magnifique de voir ça, qu'elles peuvent se retrouver dans l'aide aux plus démunis. Voilà, donc c'est pas toujours simple, mais il y a vraiment des beaux témoignages qui sont vécus sur place et qui peuvent transformer les situations. Ouais, ok. Peut-être nous aussi, on peut être impacté, finir par boire le thé pendant 1 heure avant de se lancer. C'est plutôt agréable. Ouais, c'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable. J'allais dire, j'ai l'impression qu'à la rue du Sel, on est un peu marocain sur les bords. On mange ensemble, on boit ensemble, on discute de tout un tas de choses, et puis après on fait l'émission. Mais franchement, j'aime beaucoup nos amis marocains. C'est absolument pas, pas. C'était très agréable et je trouve on l'a un que peu aussi pris contre nous quelque part, ce que tu as dit là. Désolée, pas du tout. Mais je me suis juste dit, voilà, il faut pas venir avec nos tempos et nos trucs, tac, tac, tac. Voilà, on se met dans un autre. C'est ça aussi, ça s'adapter. nous élève aussi en fait de voir d'autres façons de faire, de se dire que la façon dont moi je travaille n'est pas forcément la seule façon de travailler. Cet aspect beaucoup plus relationnel où tu commences par établir le lien. C'est d'abord personnel et ensuite on discute de choses plus organisationnelles, quoi. Ouais. C'est beau. D'ailleurs, il y a des techniques de management très modernes, très européennes, machin, qui reviennent à ça, à exprimer sa fragilité, exprimer de soi pour mieux bosser après ensemble. Donc voilà, c'est peut-être plus moderne qu'on le croit. Patrick, la même question du coup sur cette... Oui, les réponses, je pense, sont relativement similaires en fait. Ce que je rajouterais, c'est peut-être on a mis en place déjà pas mal de procédures au niveau de la protection des personnes vulnérables et notamment des enfants. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Peu importe que les enfants grandissent dans de bonnes conditions, alors il y a toutes les conditions de vie, mais cet aspect-là de vulnérabilité, c'est un point extrêmement important. Faire face à d'éventuels abus, etc. Où les enfants sont pris en charge, la famille, voire l'église ou la communauté, etc. Donc ça veut dire que on essaye de demander aux partenaires locaux de garantir certaines choses. Il y a une sensibilisation qui est faite.
il y a des formations, il y a des outils, il y a des possibilités d'alerte, enfin, etc. Et il y a des embauches de personnes aussi, dans les équipes nationales en tout cas, et au niveau des centres locaux, de personnes qui sont formées pour dire aux enfants, mais attention, tout n'est pas permis, etc. Ok. Donc ça, c'est un mouvement de fond qu'on fait, et on est en train de passer aussi un cap au niveau de procédures financières. Mais alors, ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas en train de faire du top-down, même si on a aussi quand même un peu, en train de dire, mais c'est un problème qui nous concerne tous. Et d'ailleurs, nous, au niveau du CEL, nous sommes aussi dans ces démarches. Le CNEF a mis en place des procédures, on a des procédures internes, et donc, ensemble, vous de votre côté, nous de notre côté, on essaye de mettre des choses en place ensemble, parce qu'on est tous affectés et on ne veut pas que se produisent de mauvaises situations, que ce soit sur des abus, que ce soit sur les questions financières et tout ça. Nous avons une redevabilité, eux ont une redevabilité, et donc c'est d'essayer de faire avancer l'état d'esprit, c'est ensemble. C'est pas nous vous disons vous devez faire ça, mais ensemble, nous avons à cœur de développer différentes politiques, nous avons à cœur de prendre soin des personnes, et nous avons aussi des législations nationales qui sont là. Et donc, on essaye de monter les choses ensemble. Et on s'aperçoit, quand on rassemble des groupes dans différents pays pour faire de la sensibilisation des formations, que la dynamique prend très bien, en fait. Il y a une appropriation qui fait qu'on peut avancer ensemble sur ces aspects-là. Et donc, au-delà de différences culturelles, etc., on voit qu'il y a quand même des problématiques qui sont communes et auxquelles les uns et les autres, on est sensibles. Ouais. C'est interpellant comme des structures, sans être, comment dirais-je, touchées par des problématiques particulières, mais prennent les devants d'une certaine manière et se disent il est hors de question on parle de harcèlement, on parle de pédophilie, on parle de tous ces sujets terribles, et on va prendre les devants et mettre en place des mesures pour prévenir autant que faire se peut, au maximum, la survenance de ce genre de drame. Et moi, je trouve ça chouette d'oser mettre ce sujet sur le tapis sans qu'on soit mis en lumière par un média qui d'un seul coup éclaire une situation de noirceur absolue. J'entends, c'est ça qui est en question. Oui. Bon, en même temps, quand ça vient à l'actualité, comme ça a été le cas pour une des organisations internationales, je ne sais plus, je crois que c'était en Haïti, on dit, oula, ah ouais, il faut quand même qu'on fasse attention. Donc, même si on a ça dans notre ADN, on s'aperçoit qu'on peut faire beaucoup mieux et aller plus loin. Et nous avons aussi le privilège, en tant que CEL, de faire partie de réseaux internationaux, donc Compassion, la famille Tirfan, qui, eux aussi, travaillent sur les sujets. Et donc, on a une synergie, en fait, pour les outils et pour la mise en place de ce genre d'outils communs. Ok, ça résonne aussi chez MEDER, chez Portes Ouvertes. Nous aussi, on a des procédures qui existent depuis longtemps et qui sont actualisées sur différents sujets. Et effectivement, la protection de l'enfant, la lutte contre le harcèlement, la protection de l'environnement, il y a vraiment différents sujets importants. Ce fameux micro. Différents sujets importants et où il est important que toutes les personnes qui sont engagées soient alignées dessus, en fait. Et qu'il y ait des process pour que s'il y a des problèmes, eh bien, que ça puisse remonter. Des processus de signalisation. Ok. Oui, processus de protection des personnes vulnérables, c'est important pour nous, même combat, parce qu'effectivement, on est en lien avec des tas de communautés et on veut juste s'assurer de leur faire du bien et pas du mal, quoi. Très bien. Réaction à chaud, peut-être, Jean-Philippe, avant qu'on passe à la suite. Je me rends compte qu'avec Patrick, je suis au chômage parce que il représente bien mieux le sel que moi, mais ça me permet de boire un petit coup et puis de vous écouter. Non, j'ai pas de réaction spéciale, mais si ce n'est que de dire que je trouve ça beau, tu l'as très bien dit, le fait que ce qu'on s'applique à soi, on l'applique aux autres, est-ce que les autres qu'on fasse corps, en fait, et qu'il n'y ait pas cette vision de on va vous expliquer la vie. Non, en fait, les salariés du CEL suivent aussi ces processus de sensibilisation et comment on signale quand on voit quelque chose tout ça, on le vit, nous, en tant que salariés du CEL, et puis nos partenaires de la même manière, quoi.
Top. Et c'est beau ce que vous dites sur la collaboration à l'international avec des gens différents. Et puisqu'on a des challenges de ce même type ici en France, quand il s'agit de collaborer avec des gens qui ne nous ressemblent pas, et je ne parle pas seulement de culture, mais ça peut aussi être de théologie, de vie d'église, ou ce genre de choses aussi, où on se rend compte que il y a des jolis mots, mais très vite, c'est très difficile. Voilà. Et en fait, très vite, ça pourrait être simple, mais on a quand même l'art de se compliquer la vie. Nous-mêmes, entre nous, parfois. Ça me fait penser que j'anime parfois un atelier là, sur ce qu'on appelle le choc des cultures, un peu pour les voyageurs qu'on envoie sur le terrain, donc pour les préparer un peu à ça, pour leur montrer qu'ils ne soient pas trop bousculés par des choses qui se passent différemment. Et c'est drôle parce que quand je fais cet atelier, donc je le fais en France, il y a des gens qui viennent me voir à la fin en me disant « Ah, mais ça m'aide tellement à comprendre mon conjoint ou à comprendre la personne de mon église. » Et bah ouais, voilà. Et vraiment, parce que finalement, cette réalité-là du choc culturel, on peut l'avoir... pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour la rencontrer, en fait. Ouais. Et j'étais très surprise du nombre de personnes qui étaient encouragées de comprendre que si les gens sont différents, c'est pas parce qu'ils sont pénibles ou qu'ils font les choses. Pourquoi ils font pas les choses comme moi, c'est qu'ils ont juste des références ou des compréhensions. Leur système de valeurs est différent et finalement c'est pas moins légitime de penser comme eux que comme nous. Ouais. Et ça, j'étais étonnée de l'impact que ça peut avoir ici. Ouais, c'est top. Je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a trop peu de lieux. Et je trouve que l'église, c'est l'un de ces lieux-là. Hein, mais il y a trop peu de lieux où on arrive à sortir de sa bulle sociale, le truc où on rencontre que des gens qui nous ressemblent. C'est ça. Et heureusement, l'église, c'est ça que c'est magnifique, ça permet un peu de ça, mais souvent... Parfois même dans l'église, du coup, voilà. Et des fois on reste quand même enfermé dans ce qui nous ressemble un peu et on s'éloigne un petit peu de ceux qui ne nous ressemblent pas. Mais c'est belle initiative, beau tips, l'idée de créer des ateliers pour mieux découvrir les cultures des uns des autres. Écoutez, petite jingle et on se retrouve juste après pour continuer un échange sur un autre sujet qui vous retrouvez tous les trois. Voilà, autre sujet où je crois vous rejoignez en tant que représentant, participant à l'action de MEDER, de Portes Ouvertes, du CEL. Je crois que c'est le professionnalisme de vos structures. Concrètement et objectivement, on peut dire que vos organismes sont professionnalisés au sens où c'est des structures d'une certaine importance, il y a des salariés, il y a une organisation qui est là et je crois que vous rejoignez là-dessus. Et en même temps, il y a bien sûr cette préoccupation de rester aligné avec l'intention initiale, avec radicalement dans l'amour, radicalement dans la solidarité et dans les missions que vous avez. Alors j'ai envie de savoir si c'est des enjeux qui vous traversent, c'est cette dualité qui peut exister parfois entre le professionnalisme et toutes ces exigences et toutes ces contraintes, et c'est normal, et effectivement cette intention qui parfois est plus vient du cœur. Chaque lancement de projet, c'est quelqu'un qui avait pas de budget, c'est quelqu'un qui avait pas de temps, mais qui a donné énormément de tout de son temps. Et finalement, quand on se professionnalise, on passe dans d'autres réalités. Comment ça résonne chez vous, cette patate chaude que je vous envoie? J'allais dire, je trouve que c'est un sujet vraiment, cette idée du missionnaire salarié, en fait, tu vois. Un petit peu. Parce que c'est ça un peu qu'on est, et c'est compliqué d'être à la fois missionnaire, dans un esprit missionnaire, dans un esprit où... Voilà, nous on pense à Frère André qui était tout sauf un organisationnel, sauf quelqu'un qui allait l'appel de Dieu et hop il y va, il fonce. Et puis nous on est des structures beaucoup plus structurées, beaucoup plus organisées, avec des procédures, avec du temps de travail, avec des contrats de travail, voilà. Et donc c'est vrai que c'est un défi. C'est un défi qu'on essaye de maintenir ces deux réalités en même temps. On est des structures associatives avec une hiérarchie, des comptes à rendre, des contrats passés entre un employeur et un salarié. Et en même temps, on est tous missionnaires au service d'une cause, d'un appel que Dieu nous a donné. Et avec c'est quand même Dieu qui est la tête de pont. Donc il faut, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les jours facile. C'est évident que ça. Non, c'est pas tous les jours si facile. Enfin, je parle pour moi, peut-être que vous gérez ça mieux que... Comment ça résonne chez vous? Que mieux d'où. Ça résonne complètement, oui. C'est une tension permanente et qui est évolutive aussi au fur et à mesure du temps. Mais de garder
les deux mains, à la fois arriver sur la mission et ce sur quoi on veut faire, et aussi des relations entre les personnes. Souvent, sont des frères et sœurs en Christ, enfin, C'est etc. ça. Donc ça, c'est une dimension extrêmement importante. Nos partenaires aussi sont chrétiens, même s'ils interviennent pour toutes les populations. Donc il y a ça qui est extrêmement important. Puis d'un autre côté, oui, il y a le monde dans lequel on est. Il y a des contrats de travail où on ne fait pas ça juste pour la forme, parce qu'il faut un contrat, mais c'est pas grave. Non, on se tient au contrat de travail, aux heures qui sont mentionnées s'il y en a. Et donc, oui, c'est un chemin qui est intéressant. Et on a eu un débat une fois par an, on fait un séminaire avec l'équipe, et la dernière fois, justement, c'était un petit peu des échanges libres sur ces doubles notions, hein, de Ouais. missionnaire et puis de salarié. Et c'était intéressant de voir les différentes perceptions des uns et des autres. Et qu'il y ait différentes perceptions, je trouve que c'est une richesse. Après, il faut aussi qu'il y ait le respect des différentes perceptions des uns et des autres aussi, Mm. qui soient là, quoi. Oui, puisque, et surtout, Patrick, toi qui as connu le sel il y a 35 ans, donc dans une phase en plus de projet qui émergeait, hein, le sel existait depuis quelques années seulement. J'imagine, je mouille pas trop, je pense, en le disant, que tu étais dans un contexte où on se donnait sans compter, et où effectivement on n'était pas protégé par un cadre, etc. Et c'était l'intention, on y va à fond, hein, dans une intention missionnaire, jusqu'au boutiste, etc. J'imagine que tu n'as pas lâché ça pendant les 30 ans, ce mode de fonctionnement. Je me trompe, je sais pas. À titre personnel, Oui. oui, c'est sûr. En même temps, en progressant pour les autres, pour Ouais. être dans le droit du travail, hein, dans Bien sûr. le droit social, on établit des contrats. Et donc, il y a un peu un mix de, comment dire, des deux types de fonctionnement qui sont pour moi tout à fait acceptables. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut gérer les tensions qu'il peut avoir. Ouais. Toi, ça Entre. a jamais été difficile pour toi, à titre personnel, de jongler dans cette Moi, dualité? j'acceptais la parole qu'on avait signée par des contrats de travail, avec le cadre du contrat de travail. Ah ouais, bien sûr, ce qui est Après, cohérent, même. les discussions qu'il peut y avoir sur comment le travail est effectué, les objectifs, etc., on ne se réfère pas au fait « Oh, bah toi, tu n'es pas assez missionnaire, assez engagé ». Pas du tout. Ça, c'est vraiment à chacun de le vivre comme il le veut, parce que je ne connais pas les contraintes des autres. La plupart des personnes sont engagées dans leurs églises, donc ça, c'est super. On ne va pas leur dire de réduire autant pour s'engager plus au sel. Donc, les discussions se font sur ce qui est établi clairement, sur le contrat, en fait, les fiches de poste, etc. Après, c'est un petit peu à chacun comment il le vit. Pour lui, ça peut être très bien, il a ce cadre, les 35 heures pour un certain nombre, et puis point barre. D'autres, ce sera plus. Oui. Mais, est-ce que ça a toujours été le cas au sel, ou est-ce que dans les démarrages on est un peu tout feu tout flamme et puis on se dit bon allez, Je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Il y avait pas beaucoup de droits du travail. Par exemple, les récupérations, les déplacements. Bon, je me souviens, il y a 30 ans, bon, si t'es pris un week-end, bon, bah, éventuellement, tu récupères peut-être une journée. Viens à 9h lundi. On prend ton lundi, mais on se voit quand même à 9h. Non, je plaisante. Hein, c'était pas du tout ça. C'était toujours un environnement très respectueux, mais effectivement, il y avait très peu d'écriture. Aujourd'hui, enfin, je vais pas dire chaque seconde, mais enfin, tout est bordé, en fait. Et c'est une bonne chose parce que les choses sont claires. Et en plus, on veut être en accord avec la législation dans notre pays. Ouais. Et c'est pas parce que bien sûr, et c'est normal que vous fonctionnez comme ça aujourd'hui, vu la taille de la structure, le professionnalisme qui est là, et c'est ce qu'on attend aussi, je crois, d'un organisme comme ça et comme les vôtres. Mais est-ce que c'est pas frustrant des fois quand toi tu portes un feu, une passion, un truc, et de voir que tout le monde n'arrive pas à donner autant, et bien sûr, c'est pas grave, bien sûr, c'est normal, mais des fois, ça peut être tiraillant quand même, non? C'est quoi, le 16h30 le vendredi? Bon, allez, bon week-end. Et c'est même pas une question des fois de volume horaire, ça, mais c'est aussi une question d'engagement, de passion, etc. C'est pas frustrant des fois? Je n'ai pas le souvenir. Ah, il est parfait, Patrick. Oui, c'est peut-être ça le problème. Non, j'ai pas eu souvenir. Mais effectivement, je me souviens quand on a dû passer aux 35 heures, parce qu'on est passé aux 35 heures. Effectivement, on n'avait pas le cadre des 35 heures. Et ça a été quand même un petit peu compliqué de trouver le bon équilibre. Et finalement, on a dû décider de deux régimes qui allaient vivre ensemble. Le régime statut salarié à l'heure, aux 35 heures, hein, et donc en signant leur début, heure de fin. Donc ça, c'était un peu bizarre. Et puis l'autre statut qui était de cadre au forfait. Ok. Donc en notion de jour, pas en notion d'heure. Et Très tout ça. Et ça a été
Ouais, ça a été compliqué pour qu'on rentre un petit peu dans cette dynamique parce que ça nous correspondait pas, quoi. D'accord. Bon, moi, je vais être, on va être, je vais être moi parfaite. Ouais. Non, chez nous, ouais, je peux pas dire que c'est pas parfois source un petit peu de forme d'incompréhension ou de certaines frustrations. Oui, je peux pas. Voilà, il y a des approches différentes. Il y a aussi des histoires différentes, comme tu l'as dit. Il y a le côté fondateur. Je me rappelle des plus anciens de Portes Ouvertes, de Michel Varton, voilà, notre directeur. Bon, c'est sûr que prendre des récup comme la loi le propose, je pense que c'était pas tout à fait dans sa vision des choses. Et moi, je suis encore un peu de l'ancienne école, donc moi, j'ai été formée avec lui dans cette idée-là. Et c'est vrai qu'après, ben voilà, d'autres gens arrivent, ils sont dans un autre modèle, parce que et on doit travailler le fait de, comme tu l'as dit, de rester dans le respect de comment chacun voit son ministère, de comment chacun s'engage. Ce qui est certain, c'est qu'on a confiance, on sait que chacun est profondément là parce qu'il a envie de servir la cause. Donc ça, c'est quand même la base. Ouais. La base qui fait qu'on peut accepter que même si tu vas pas, toi, réaliser les choses peut-être avec le type d'engagement que moi je mettrais, je fais confiance que ton appel est sérieux, profond, et que devant Dieu, chacun rend compte. Et finalement, ça reste aussi de la responsabilité de chacun devant Dieu. Donc, et nous, on veut pas non plus prendre la place de devenir... C'est ça, on veut aussi éviter. On est parfois les responsables des gens, mais on n'est pas leur directeur de conscience. On n'est pas leur pasteur. Enfin, on n'a pas d'autorité spirituelle, et on n'a pas ne serait-ce que de rien à dire sur ce sujet-là, parce que ça reste... Oui, c'est ça. On sent que c'est un équilibre fragile, mais que vos structures ont bien travaillé ces sujets-là. Annick, comment tu raisonnes à tout ça? Moi, j'ai de la chance. J'ai une petite équipe en France, et tout le monde est vraiment à fond. En fait, c'est un grand sujet de reconnaissance. C'est au naturel, quoi. C'est au naturel, tout à fait. Alors effectivement, après, il y a un cadre à respecter. Mais effectivement, si on se replonge au début de MEDER, il y a plus de 35 ans, il y avait vraiment aussi ce que tu disais, cette fougue du départ, peu de moyens et une volonté d'engagement fort. Mais en fait, ça, je le retrouve toujours aujourd'hui, pareil quand je vais sur le terrain. Et c'est pas incompatible avec un professionnalisme. Voilà, c'est vrai qu'au fil du temps, donc MEDER a dû effectivement mettre en place un cadre et une organisation, parce qu'aujourd'hui, on vient en aide au niveau international à 3,5 millions de personnes par an. Donc ça nécessite un grand professionnalisme humanitaire, des services organisés, mais c'est pas incompatible avec cet appel et cette volonté de tout mettre en œuvre pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Ouais. Ok. Merci beaucoup, c'est top. On sent que, je ne sais pas si vous confirmez ça, mais le professionnalisme, ça vient coiffer quelque chose. Votre structure, la taille des structures, etc. Mais j'ai l'impression que ça vient en rien amoindrir l'intention initiale, l'élan du cœur initial, le beau projet initial d'entraide, d'intervention d'urgence, de soutien aux chrétiens persécutés. Vous avez un peu ça, finalement, est-ce que ça pourrait être une forme de conclusion ou... Parce qu'en plus... Pardon. Non, mais c'est même l'inverse, en fait. On essaye d'être plus professionnel pour être plus efficace. Pour mieux servir, pour mieux accomplir. Voilà, si on veut aider des millions de chrétiens, nous on bosse avec 8 millions de chrétiens. Enfin, on peut pas faire les choses un petit peu... Comme ça, il faut que ce soit structuré, quoi. Donc au niveau MEDER, c'est pas que des chrétiens. Mais effectivement, je te rejoins totalement. Il faut ce professionnalisme pour pouvoir être efficace. Ne pas perdre de temps à réinventer toujours les mêmes choses, en fait, que les procédures soient en place. Et voilà. Oui, ça coule de source presque, mais c'est quand même intéressant de revenir dessus. Oui, puis je rajouterais, je pense qu'il y a aussi un sentiment de justice ou pas d'injustice quand les choses sont cadrées, quand les choses sont claires, etc. Parce que si on ne suit pas différentes règles qui sont établies, on a l'impression que l'un, lui, il en profite plus, lui, il en profite moins, etc. Et ça peut créer un petit peu de mauvais sentiments, en fait, les uns par rapport aux autres. Et je pense que le fait d'avoir des cadres qui sont clairs, après, chacun se positionne pour en faire plus ou pas, par exemple, ça permet de se référer à un cadre qui est signé par tout le monde et d'éviter peut-être de créer des sentiments par rapport à ça. J'ai tendance à penser ça aussi. Pour vous qui dirigez des projets, j'avais entendu ce podcast qui évoquait la question d'un cadre qui sécurise les gens dans lesquels ils interviennent.
Il faut voilà, sécuriser au sens je sais à quoi m'en tenir, je connais le contexte, je connais les règles, etc. Je crois que c'est ce que tu évoques là particulièrement aussi, que chacun puisse être sécurisé aussi. Et dans donc son action. la difficulté, c'est pas de faire double jeu, quoi. Dire bon, il y a les règles sont claires. Enfin, en fait, si tu D'accord. éviter de rester dans la vraie quoi. sécurité, quoi, et pas justement dans une forme d'insécurité qui sous-entendrait des choses ou quoi. Ok, très bien. Jean-Philippe, en nous écoutant, on pourrait avoir l'impression que autrefois on était plus libre de donner sans compter, on va dire ça comme ça, et puis qu'aujourd'hui c'est plus cadré, alors que peut-être que les structures dont on parle aujourd'hui sont mûres, et peut-être qu'il y a des phases aussi, la phase de création qui demande une énergie particulière avec un mouvement particulier qui est peut-être plus flou sur les contours, et puis après au fur et à mesure de l'installation des associations dans leur travail, il y a la nécessité de plus de ce qu'on peut qualifier de professionnalisme ou de cadre en tout cas. Après, par exemple, nous, on est toujours en redémarrage, en fait. Parce que comme on intervient suite à des crises, eh bien, on est sans arrêt dans cette dynamique où ça nécessite de l'agilité, de l'adaptation au contexte particulier. Et donc, en fait, c'est jamais installé. Je suis d'accord avec toi jusqu'à un certain point, jusqu'au point où on est constamment en mouvement, en fait. Et constamment, souvent, à devoir travailler dans des contextes d'urgence et de pression. Ça peut expliquer finalement ce qu'on a vu dans ce que vous avez dit. C'était toi qui étais le plus en disant l'équipe est toujours dans ce mouvement. C'est peut-être nécessité fait loi en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Intéressant. Ouais. Effectivement, et dans ce contexte-là, tu peux pas être en te disant 16h30. Tremblement de terre. Oui. Hop. Arrêtez le tremblement. Non, mais après, il faut gérer les exceptions. Et puis, il y a effectivement différents profils de l'équipe. Au niveau du comité de direction, là, je veux dire, on a des listes d'urgence à qui appeler à n'importe quel moment, donc pour intervenir. Ouais. Oui, c'est ça, il y a des différents types d'engagements qui sont cadrés aussi, eux. Ouais, très bien, c'est clair. Au top, merci beaucoup pour tout ce que vous partagez. Jean-Philippe, je sais que vous l'attendez tous, parce qu'on l'a dit avant l'émission qu'il y aurait ça, et que vous l'attendez tous avec impatience. Impatient. Le jeu. Je le sens. En fait, c'est ce qui nous de quoi de plus, je crois. On sera beaucoup plus détendu après. C'est pour que vous soyez détendu qu'on le fait maintenant. Normalement, ça devrait être à la fin. En fait, l'idée, c'est... vous avez l'habitude de plaider pour votre cause. Et finalement, ce que je vous propose là, c'est de plaider la cause des autres. Donc, faites-le de manière très libre et puis avec la connaissance que vous avez de l'association de l'autre. Mais je vous propose de soit faire un petit pitch, soit un encouragement à l'engagement pour l'association de l'autre et pas pour soi. On est dans le partage, on le dit depuis le début de cette émission et puis on l'a partagé dans nos émissions. Donc je propose que Annick fasse la promo du sel, et Patrick la promo de Portes Ouvertes et puis Anne-Florence la promo de MEDER, si je puis dire ça comme ça. À vous de le faire comme vous le sentez, soit un appel à l'engagement, soit simplement un espèce de pitch de l'association de l'autre. Qu'est-ce qu'on vous fait pas faire Et puis donc, celui qui porte l'association réellement peut bien sûr amender, corriger, réprimander. Est-ce qu'il y a une volonté d'une personne de se lancer en particulier? Ça, c'est fait. Allez, Moi, je veux bien. d'accord. Ouverte. Avec grand plaisir, oui, parce que c'est une que je connais depuis longtemps et que je soutiens. Et j'allais le dire à la fin, mais je vais le dire au début. Si Portes Ouvertes n'existait pas, il faudrait vraiment l'inventer. Bien Nouveau sûr, slogan. Waouh. Oui, j'ouvre la porte. Je crois déjà bibliquement, il est clair que l'amour du prochain est un commandement de Dieu. On nous rappelle aussi que, en particulier, les frères en la foi. Et d'autant plus si les frères en la foi sont persécutés pour l'autre foi, on ne peut pas être insensible en tant que chrétien. Donc je pense que, heureusement que Portes Ouvertes est là pour porter la parole, la vie de nos frères et sœurs qui vivent dans des situations qu'on a du mal à s'imaginer. Donc ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement précieux, déjà, pour dire ça rapidement. Ce que j'apprécie aussi, c'est que Portes Ouvertes a réussi à établir un sorte de standard avec son index mondial de la persécution, qui s'est affirmé au fil du temps et qui maintenant qu'on retrouve dans des journaux grand public.
en faisant référence à Portes Ouvertes et à ce travail, et en mettant en avant la situation de persécution des chrétiens dans le monde. Donc ça veut dire que le plaidoyer a marché, enfin marche en tout cas. Le plaidoyer marche, oui, tout à fait. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement précieux et une belle réussite. Eh ben. Patrick, on t'embauche. J'allais dire, t'as la directrice de la com ici. Si après ta retraite au sel, tu cherches. Je vais prendre des notes. Tu pourras regarder l'émission sur YouTube et mettre un pouce. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce. En plus, on sent que c'est profond, que c'est sincère, donc que c'est un vrai. Donc, merci. Merci beaucoup. Du coup, Anne-Florence, à toi la parole. À moi. Alors, MEDER. MEDER que je connais depuis longtemps. Et MEDER, je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est aussi un organisme très important parce que c'est la réponse d'urgence aux crises. Au moment vraiment aux catastrophes, au moment où il y a besoin d'amener de l'aide rapidement. Et voilà, nous, nos structures, en tout cas la mienne, elles sont pas faites pour ça. Et on est content qu'il y en ait une qui soit faite pour ça, qui soit capable de déployer ce qu'il faut parce qu'on sait quand il y a un drame, les gens, c'est tout de suite qu'ils ont besoin de vêtements, de couvertures, de médicaments, d'eau, voilà. Donc voilà, c'est la mission de MEDER qui le fait à travers le monde, une structure internationale qui intervient alors je ne sais pas dans combien de pays par contre. 13 pays. 13 pays, voilà. Et alors moi, je croyais une chose, mais peut-être que je me trompe. Dans MEDER, j'avais l'impression qu'il y avait aussi un truc avec le fait d'avoir des avions qui peuvent ramener un ministère par ça. Mais j'ai cru comprendre qu'en fait, je me trompe, c'est ça? Ouais, en fait, ça c'est la MAF. L'aviation missionnaire. Et en fait, on a un lien fort avec la MAF, parce que la MAF a fait partie des membres fondateurs de MEDER il y a 35 ans au niveau international. Donc avec Jeunesse en mission, Médicaments pour l'Afrique, qui ont décidé, MEDAF, de créer MEDER. Ah voilà, c'est ça dans ma tête. Il y a eu MEDAF qui a créé MEDER. Voilà. Et sur le terrain, aujourd'hui encore, dans de nombreux pays, ce sont les avions de la MAF qui assurent le transport des équipiers de MEDER et l'acheminement matériel. Juste, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est? Parce que ceux qui n'ont pas bien entendu, tu l'as dit très rapidement, mais on peut croire que c'est l'assurance, la MAF. Mais non, pas du tout. Non, la MAF, c'est une organisation missionnaire à l'origine américaine. Et il y a MAF France qui existe aussi. Donc, une petite équipe très pour la MAF en même temps. Très bien. Ça représente la rue du Sel aussi. Voilà, la rue du Sel. Et d'ailleurs, on va aller ensemble à Madagascar là, pour un projet au mois de mai, MAF et MEDER. Donc, c'est intéressant d'ailleurs, toute cette coopération qu'il peut y avoir entre nous, parce qu'on est aussi tous membres du collectif ASA. Donc, on a pas mal de choses en commun. Voilà. Et donc, j'ai répondu à ce que tu me demandais sur la MAF. Donc, voilà. Donc, c'était pas si faux, en fait. Il y avait quand même du lien. Mais merci On va les laisser, nos invités. Ils sont bien, là, finalement. C'était le but, d'avoir ces interactions. Annick. À moi de parler du sel, alors. Oui. C'est un privilège de pouvoir parler du sel, effectivement, que je connais aussi de très longue date. Et je pense que le sel fait un travail extraordinaire avec ses partenaires locaux, notamment sur des projets de développement, parce qu'on sait que ces projets de développement mis en place dans les communautés, la main avec les communautés, ils ont un impact durable et on voit l'impact que cela peut avoir, notamment sur l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, je pense qu'effectivement, depuis toutes ces années, le sel et ses partenaires font un travail extraordinaire, complémentaire à d'autres organisations, complémentaire à une organisation comme MEDER. Et très heureux d'avancer ensemble. On est aussi membre ensemble d'une organisation, l'Alliance Intégrale, et en complémentarité. Donc j'encourage bien sûr le soutien au sel. Et ce qui est intéressant, je pense que c'est le cas chez vous aussi, parce que parfois il y a des gens qui nous appellent de la part du sel ou de Portes Ouvertes. C'est que parfois il y a des gens qui nous appellent et qui nous disent oui, je voudrais faire un don pour soutenir l'Église persécutés, eh bien on leur dit, eh bien non, ça, nous, ça fait pas partie de nos critères spécifiques d'aider les chrétiens persécutés. Dans les communautés qu'on aide, il y a des chrétiens, mais pas que. Donc si vous avez à cœur vraiment de soutenir les chrétiens persécutés, eh bien contactez Portes Ouvertes ou d'autres organisations. Et de même, quand les gens nous contactent parfois pour faire du parrainage, on dit bien, c'est pas nous. Et parfois, je sais qu'on a des personnes qui nous appellent en nous disant, c'est le sel ou Portes Ouvertes ou d'autres qui
qui ont dit voilà, soutenez MEDER. Donc, c'est ça. Voilà, quand les gens nous appellent pour un don d'urgence, on leur dit appelez MEDER. C'est eux qui font ça très bien. C'est beau. Alors j'ai parlé d'outils en désignant vos structures en tout début d'émission et à quel point on était fiers d'avoir ces beaux outils au service d'action. Et là c'est beau parce qu'on voit aussi la complémentarité des outils l'un à côté de l'autre là et on voit à quel point chaque outil a son impact spécifique et son utilité spécifique. Il n'y a pas de concurrence. Patrick, une réaction par rapport à la présentation d'Annick Non, j'apprécie beaucoup effectivement. C'est validé. Non mais je n'ai pas validé quoi que ce soit, mais c'est effectivement la complémentarité des situations d'urgence, là où il n'y a pas non plus forcément de chrétiens ou d'églises sur place. MEDER est irremplaçable aussi par rapport à ça et permet de renforcer après le travail de partenaires locaux et d'assurer une présence durable après des situations de crise qui peuvent être dramatiques et où pas beaucoup d'organisations chrétiennes interviennent forcément non plus. Donc c'est... Ouais. Pour ceux on a fait une émission avec Thomas Blanc et son épouse Rosine, et qui évoquait justement la construction d'un puits en Afrique et lui c'est pas du tout c'est un chanteur hein, et du coup il avait participé au sponsoring pour financer ce projet et il est allé sur place et en fait tu vois que lui il a compris quoi en allant sur place l'intérêt d'avoir un puits dans ce village là où il n'y en avait pas et bien sûr, on comprend tous, mais lui, en allant sur place, il a compris différemment, quoi. Et je vous invite vraiment à regarder cette émission, parce que c'est assez émouvant la manière dont il explique le truc et dont voilà, quelques milliers d'euros, en l'occurrence, ont vraiment fait une différence fondamentale pour la vie des gens. Donc je rebondis sur ce que tu disais, là, à quel point des projets de développement impactent. Merci Jean-Philippe pour ce moment de jeu. On te sait joueur et on sait que ça fait du bien à chaque fois. Je vous propose qu'on se retrouve juste après ça pour un dernier moment d'échange ensemble. Voilà, donc on continue ces échanges et le principe reste le même, une thématique que vous partagez et je poursuis finalement un petit peu ce qu'on a déjà échangé avant. J'ai cette sensation, et peut-être c'est une fibre protestante, je ne sais pas, que être en constante réforme, savoir être en constante réforme, savoir se challenger, se questionner, se mouvoir, s'affiner, finalement se réformer, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour tout organisme, une église, une ONG, etc., etc. Et que si on ne le fait pas, on n'a qu'un seul... Même si on est à un moment donné bien, on n'a qu'un seul destin qui nous attend, c'est la cassure, l'effondrement. Oui, parfois, c'est assez terrible de voir que j'ai l'impression que certaines situations n'arrivent pas à se réformer et on doit attendre que ça tombe complètement par terre pour pouvoir effectivement passer à autre chose et essayer de voir un peu de lumière et d'imaginer les choses avec plus de fraîcheur. Est-ce que, donc on parle là de la mathématique de savoir se transformer, si on veut ajouter bien sûr une fibre spirituelle, savoir être à l'écoute de Dieu. J'ai aussi une patate chaude tout particulièrement pour toi Patrick, hein, mais pas que, la question de la postérité, quoi. Quand il s'agit de transmettre quelque chose qui a été un peu notre bébé quand même pendant plus de 30 ans de direction du sel, voilà, et que on sait que ça va se mouvoir, que ça va changer, mais voilà, et tous les enjeux qu'il y a là derrière. Alors j'ai envie de vous lancer un peu cette grande patate chaude de comment est-ce que vous envisagez vos projets dans l'avenir, dans leur mutation possible et dans la manière dont ça se transmet aussi à d'autres après vous. Eh ben c'est bien, c'est qu'on sait que c'est Patrick qui va répondre en premier. Bon, je vais essayer de pas trop me mourir. Bon, oui, c'est vrai que j'ai certain temps avec le sel, mais j'ai repris quand même dans l'ensemble les pierres qu'avaient posées les fondateurs. Ouais. Sur différents principes. Enfin, voilà. Après, il y a eu des actions aussi qui ont été posées. Il y a eu des choses qui ont continué, qui ont un peu changé. Il y a eu des choses qui ont arrêté. Heureusement ou malheureusement, enfin voilà, donc les choses ont évolué au fur et à mesure du temps. Que dire? Oui, je pense qu'on a quand même posé un certain nombre de principes en fait de base dans le sel pour permettre une continuité sur les bases qui ont été posées. On a 4 mots-clés que l'on développe, qu'on essaye de vivre, qui sont donc chrétien, pauvreté, partenaire et responsabilité. Donc voilà, ça laisse quand même un nombre d'éléments.
Et un conseil d'administration qui est là avec 11 membres, dont certains depuis un certain temps qui sont en continuité. Euh, je pense qu'au niveau de l'équipe aussi, il y a des personnes qui vont poursuivre et qui sont déjà dans cette dynamique-là. En fait, c'est comme une colonne vertébrale posée qui permet d'être plus mouvant sur sur les aspects pas fondamentaux, en fait, c'est ça? Quelque part? Avec les 4 Oui, mots, on peut dire ça. Après, tout peut évoluer aussi, hein. Après, bon, on prie que ce soit Dieu qui dirige, qui inspire et qui donne le discernement. Tant pour garder certains fondamentaux que pour évoluer aussi pour d'autres raisons. Donc, Et là, on parle de transmission générale. Est-ce que j'ai le droit de poser une question d'une transmission particulière? Et comme je ne veux pas le faire au réfectoire au sel, je profite de ce plateau pour le faire. Comme ça, t'es piégé. Tout en discrétion. Non, on peut partir sur quelque chose de vraiment plus spécifique, c'est-à-dire même la transmission même de... Parce que là, on est dans concrètement la transmission. Tu as eu la direction générale, tu as la direction générale, il faut la transmettre à quelqu'un. J'imagine que tu t'es posé la question sur ces mois, depuis que tu sais que ça arrive concrètement. Allez, qu'est-ce que je dois dire à mon successeur, en fait, quelque part? Oui, oui. Bon, mon successeur, donc en l'occurrence David Alonso, qui travaille au sel depuis 10 ans, mais qui avait déjà travaillé en tant que consultant pour le sel, notamment pour les questions stratégiques. Bon, ça facilite dans ce sens énormément de choses. Et donc, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je suis vraiment très heureux que le conseil d'administration ait nommé David Alonso pour prendre la suite de la direction générale. Tu m'as répondu comme un politique, tu m'as pas répondu directement. Non, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a des éléments concrets en fait où tu te dis oui, j'entends ce que tu dis, ça veut dire que l'ADN du sel, en fait, David l'a, mais est-ce qu'il y a des éléments où tu te dis ça, c'est quand même important que je lui dise? Oui, il y a un certain nombre de choses au fur et à mesure qu'on avance ensemble dans la transmission, de se dire, ah bah ça, il faudrait peut-être rappeler pourquoi on fait telle chose et quels ont été les tenants et les aboutissants à l'époque et qu'on a pris cette décision de faire telle ou telle chose. Disons pour clarifier, non pas pour figer le futur, parce qu'après le futur appartiendra aux futures personnes qui seront là, mais au moins pour donner des clés d'explication, pour éventuellement ne pas tout réfléchir et prendre des décisions sans être en connaissance de cause. Donc c'est un petit peu ça, essayer ça c'est un des défis effectivement pour moi pour les prochains mois, de mettre au clair ce genre de situation et de décision en retraçant un peu l'historique du sel. Voilà, mais sans hypothéquer non plus l'avenir qui ne m'appartiendra plus. Ok. Moi, je trouve que c'est très intéressant et nous, on est vraiment à portes ouvertes. On est beaucoup dans cette question-là par rapport à Frère André. Vraiment la force, la figure fondatrice qui a donné l'ADN. On parle beaucoup, parce qu'on est, comme Portes Ouvertes, on est une structure internationale, il y a des équipes partout dans le monde. On a besoin d'avoir vraiment des socles de valeurs, de compréhension de ce qu'on fait pour qu'on reste tous alignés. Donc on a nos valeurs, on a quelles sont notre vision, enfin on a beaucoup de choses qui cadrent. Mais là-dedans, comment on navigue dans rester fidèle à l'appel de Frère André, rester fidèle à notre mission et quand même évoluer, et quand même bouger, et quand même changer, et quand même, parce que le monde change, comment aujourd'hui répondre de la meilleure manière à cet appel? Est-ce que c'est la même qu'il y a... Voilà. Et ça, c'est vraiment... On sent qu'il y a une tension là-dedans. Surtout que maintenant qu'il est décédé, on a cette vigilance, tout le monde veut rester dans la bonne ligne, mais de temps en temps, quand on veut transformer, quand on veut changer, avancer, il y a des gens qui disent « oulala, on est en train de quitter les valeurs, ce qui était juste, on est en... » Voilà. Et il y a cette tension que je sens même dans l'équipe de temps en temps de qu'est-ce qui est du changement parce qu'il faut s'adapter, et qu'est-ce qui est, quelque part... Un reniement, quoi. Un reniement, Ouais. ou tout ça. Et je trouve que c'est difficile de mettre en place du changement quand on a comme ça un cadre très fort, tu vois, Ouais. une vision, un lancement très, très fort. Voilà. Comment faire autre chose que ce que Frère André faisait sans se sentir
hors cadre. Ouais. C'est aussi la différence entre MEDER, Le Sel et puis Portes Ouvertes, c'est que Portes Ouvertes, il y a cette idée vraiment très personnelle, ça parle d'une personne, voilà. Alors que les deux autres structures sont plus collectives. Voilà. J'imagine que ça accentue encore le... C'est ça, ça incarne vraiment cette personne, enfin il y a l'incarnation des valeurs. Et là, on fête nos 70 ans depuis cet appel de Frère André. Et voilà, comment c'est juste de répondre aujourd'hui à cet appel de Frère André, et est-ce qu'il y a un appel qui évolue? Et c'est une question à laquelle on doit se confronter, nous, et qui nous met parfois en instabilité. Oui, puis l'histoire de Frère André s'inscrit aussi dans l'histoire du bloc soviétique, quoi, où il s'agissait d'emmener des Bibles aussi de l'autre côté du rideau de fer, quoi. Donc on se dit, il faut quand même faire évoluer 2-3 trucs, quoi. Ouais. Bon, alors je te rassure, depuis, on a quand même pas mal évolué depuis le Parce que le rideau de fer, ça fait un moment qu'il est tombé. Mais voilà, c'est quand même, on peut pas juste, voilà, on doit, comme tu l'as dit, en permanence repenser et se remettre à l'écoute de Dieu. Mais en même temps, en restant, tu vois, se mettre à l'écoute de Dieu, en restant dans une mission, dans une vision. Ouais. Moi, comme je suis très courageux, si vous avez besoin de passer des Bibles en Allemagne de l'Est, je m'en occupe. On te paye le billet jusqu'à Berlin, parfait. Annie, comment tu réagis là-dessus? Et on va sûrement évoluer et continuer cette discussion et la conclure, peut-être en parlant de ça, d'entendre la voix de Dieu finalement, son appel. Souvent on parle de ça sur la jeunesse des projets qui émergent, mais finalement de continuer de l'entendre sur comment évoluer, reformuler et se laisser guider, continuer de se laisser guider. Annick, on te laisse prendre le fil là où tu veux. Donc, c'est vrai que je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, nous, juste 35 ans, donc on est un peu plus jeunes. Mais le monde d'aujourd'hui... Le monde d'aujourd'hui n'est pas le même que celui il y a 35 ans, en fait. On est dans un contexte extrêmement compliqué, avec beaucoup plus de conflits, beaucoup plus de violence des conflits, beaucoup plus de conflits simultanés, la crise climatique, l'augmentation, la multiplication des catastrophes naturelles. Donc, ce qui fait, c'est qu'il y a une nécessaire adaptation. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas ce qu'on faisait il y a 10 ans ou il y a 30 ans. Mais par rapport à la question du lien avec les équipes et du soutien, je pense qu'en tant que directeur ou responsable, on est là au service de nos équipes, en fait. Donc, on est là pour les soutenir, pour les aider à accomplir leur mission, non pas dans une position hiérarchique, mais dans une position d'être là pour essayer de les soutenir, d'être à leur écoute et de leur transmettre, effectivement, de les aider lorsqu'on fait face à une difficulté, lorsque ça arrive des fois que c'est compliqué et que ça se passe pas très bien, de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir avancer, rebondir, les soutenir, les encourager, etc. en fait. Donc je pense c'est la hiérarchie selon Jésus, c'est-à-dire que celui qui veut être le chef soit serviteur. C'est un peu cette idée de servant leadership, enfin d'être là pour soutenir les équipes, en fait. Et en tout cas, c'est notre façon de voir ce privilège d'être en position de direction, c'est d'être là pour aider les équipes et les renforcer du mieux possible. Ok. Et du coup, si on connecte sur la notion d'évolution, et puis dans une dimension spirituelle aussi, comment rester dans le vent? Comment rester dans le vent? Écoute, c'est effectivement de rester à l'écoute de Dieu. Oui, effectivement, de ne pas se laisser. C'est déjà quelque chose à titre personnel et au niveau de l'organisation. De pouvoir prendre ces temps aussi ensemble. Même si effectivement l'engagement de MEDER est un peu différent de celui de Portes Ouvertes ou du Sel par rapport à la foi, où pour nous la foi c'est vraiment notre moteur, c'est ce qui nous met en action, mais ensuite l'action qui sera mise en œuvre sera mise en œuvre en faveur des plus démunis, quels qu'ils soient, mais malgré tout d'être à l'écoute de Dieu individuellement et collectivement en équipe dans la vie quotidienne et quand on fait face à des difficultés, de pouvoir se retrouver pris ensemble et de demander de l'inspiration pour les décisions importantes à prendre. Ça existe, ça? Je ne veux pas te poser une question piège, mais est-ce que ça existe? Les 13 pays, les responsables se retrouvent et entre guillemets, se disent...
ok, qu'est-ce qu'on fait quoi? Oui, tout à fait, ça existe. Et en fait, sur le terrain, les équipiers chrétiens de MEDER se retrouvent pour prier ensemble. Et on a un réseau aussi de personnes qui nous soutiennent par la prière, à qui on peut partager des défis et leur dire, voilà, maintenant on fait face à cette situation. Merci d'être aussi... C'est une autre façon de s'engager avec nous et c'est une façon qui est très importante. Ok. Peut-être. Je peux rebondir là-dessus. C'est vraiment pareil pour nous. C'est tout ce qu'on fait est fondé dans la prière. Je parlais de nos valeurs. C'est une de nos valeurs d'être un peuple de la Bible. Parce qu'en fait, les chrétiens qu'on défend dans le monde, parfois il y a différentes manières d'être chrétien. Il y a différentes dénominations. Donc pour nous, les chrétiens, c'est tous ceux qui ont pour fondement la Bible. Donc c'est ça la définition et donc on considère que pour nous aussi c'est le fondement. Donc on commence les journées au bureau par un temps de méditation et de prière. Quand les orientations stratégiques elles sont prises dans la prière au niveau de la France, mais je sais qu'au niveau international aussi, au niveau du board, ils prennent des temps de retraite. Il y a vraiment l'idée d'ancrer ce qui est fait dans l'écoute de Dieu, dans la lecture et aussi dans la confiance en un Dieu qui fait son œuvre, même au-delà de nos limites et de nos faiblesses, parce que parfois on est aussi un petit peu, enfin on se sent petit face à l'ampleur de la tâche, face à l'ampleur de ce qui serait à faire, et on pourrait se dire, voilà, un espèce de poids et se sentir responsable, porter tout ça, et ça aussi on le dépose ensemble dans la prière, et de se dire, voilà, on fait notre part. On essaie de voir c'est quoi notre part là aujourd'hui. Elle est peut-être petite, mais montre-nous, Jésus, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais. Et puis le reste, on va te le laisser. C'est vrai que j'écoutais un autre podcast, j'en écoute beaucoup, où le leader, le responsable d'entreprise, c'était pas du tout un contexte chrétien, expliquait effectivement que des fois, il prenait des temps de retraite où il se déconnectait complet, mais effectivement que ça donnait un bol d'air qui permettait derrière de penser différemment, d'envisager les choses différemment, de trouver des nouveaux angles, là où parfois avant il était bloqué, mais en fait le fait de relâcher la pression, de se détacher, permettait de mieux réappréhender le problème, et j'ai tendance à dire que c'est presque bizarre de nous apprendre ça, savoir que nous, a priori, justement, prendre de la hauteur, prier, ça devrait vraiment être au cœur de notre fonctionnement, quoi. Patrick? Oui, au niveau du CEL, on a des temps de prière qui sont là. Personnellement, c'est beaucoup aussi au niveau de nos rencontres internationales, que ce soit du côté de Compassion avec les autres directeurs de Compassion dans différents pays, ou du niveau de Tirfan, où on a des temps de partage personnel qui peuvent déborder même le cadre du travail. On apprend à mieux se connaître, à tisser de bonnes relations ensemble, parce qu'après on est appelé aussi à construire ensemble, et des temps de prière peuvent toucher la vie individuelle, les situations personnelles qui peuvent être parfois douloureuses dans certains cas, et puis oui, des questions aussi d'organisationnel et d'être à l'écoute de Dieu pour avoir du discernement, pour voir comment on peut continuer à avancer ensemble. Vous partagez vos problématiques comme ça à l'international avec tiens, le directeur de je sais pas trop quel pays pour Compassion par exemple, pour le parrainage d'enfants, tiens, moi je rencontre ce problème là en France, toi comment t'as fait je sais pas en Allemagne ou je ne sais quel pays? Oui, alors ça peut arriver, oui. Okay. Oui, ou des situations, tel enfant de quelqu'un qui passe par une situation très difficile. Ah oui, comme ça, personnel aussi. Ça peut arriver, oui. Je peux juste dire un truc, parce que, en vous entendant, ça me fait penser à quelque chose qu'avait partagé Fabienne, qui est notre présidente de MEDER France, quand elle était au Soudan. Je crois que c'est au Soudan du Sud, je crois que c'est le Soudan du Sud, parce qu'elle a fait beaucoup de terrain. Et quand à un moment, il y a un programme qui s'est terminé, il a fallu partir et la fin, c'était un peu compliqué. Et il y a eu une grande réunion avec tous les représentants de la communauté, toutes les autorités. Et il y avait quelqu'un qui avait demandé à parler à la fin, à la toute fin. Donc, MEDER ne savait pas ce que la personne allait dire à la fin. Et donc, il avait dit, en gros, voilà, on mesure tous la qualité du travail réalisé, l'impact de ce qui a été fait pendant, je ne sais pas si c'est des mois ou ces années, mais moi, je connais leur secret. Et leur secret, c'est qu'ils chantent et qu'ils prient. Et je sais que ça l'avait beaucoup touché, parce que c'est voilà, dans ce contexte particulier, alors que c'était quelque chose qui se faisait pas, sur le temps de sur le temps de travail, mais les personnes, elles avaient capté ça de l'identité des équipes, et surtout ce terme, c'est ça leur secret en fait. C'est chou. C'est presque le rêve secret.
quand on est sur son lieu de travail, je tendance à dire, même si on ne fait pas de l'humanitaire, même si on a un travail, peu importe, le plus classique possible, le rêve secret de transpirer autre chose que nous-mêmes, de transpirer le Christ, de transpirer cet amour, voilà, on est rempli de son amour, mais parfois on a toutes nos fragilités aussi, mais voilà, c'est presque un rêve secret que les autres voient quelque chose, quoi. Donc, top. Oui, une citation, je pensais aussi à une phrase qu'on reprend souvent chez nous, et quand on est vraiment charrette sur tout, qu'il y a beaucoup de choses, parfois on se dit, bon, on a vraiment trop de choses à faire pour pas prendre le temps de prier, en fait. Et je me rends compte que c'est ça qui parfois, voilà, c'est quand chaque fois qu'on arrive à prendre ce recul et à se dire, bon, là, il y a vraiment plein de choses et tout, il faut prendre du recul, on prend le temps de prier, donc on lâche le truc, on lâche tout, on prend le temps de prier, et c'est incroyable comme les choses se dénouent ensuite, très souvent, mais vraiment d'elles-mêmes. Et on se dit, et ce matin, j'avais l'impression que j'étais devant une montagne, que c'était impossible, on a pris le temps, et ce soir, un certain nombre de choses sont calées, et c'est fait, quoi. Okay. Et c'est marrant parce que je le fais pas à chaque fois, et pourtant chaque fois que ça arrive, je me dis mais c'est quand même fou. Donc bon, et pourtant parfois on est nouveau happé, on repart dans le quotidien, dans le tourbillon. T'es débordé, arrête-toi. Voilà, c'est vraiment qu'on garde ça. Ouais, c'est contre-intuitif, mais tout à fait pertinent. Ça. Jean-Philippe, réaction à chaud avant de récolter vos réactions pour conclure aussi. Non, pas grand-chose, si ce n'est que c'est... Non, dans le sens... Tu es tout calme, Jean-Philippe, sur cette émission. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est... J'allais dire, il est impressionné par... Non, j'espère pas. Non, plutôt à l'écoute, et je crois que tout a été dit. J'aime bien finir par ce petit... parce que du coup, c'est un tips très concret qu'on peut prendre. Ouais. Petite tradition aussi, c'est d'évoquer, pour conclure, avec quoi vous repartez. Quelque chose qui vous a peut-être surpris dans cette expérience, la rue du sel, que vous avez vécue, qui peut-être vous a paniqué à certains égards, mais finalement c'était comme une lettre à la poste. Avec quoi vous repartez? Ou pas. Avec quoi vous repartez de ce moment, et on conclura là-dessus. Annick. En fait, moi, j'avais un peu peur de la partie petit jeu. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a concocté? Et j'ai trouvé très sympa, de pouvoir, ne pas arracher mon micro, mais parler du sel et de pouvoir se soutenir, s'encourager les uns les autres. Je pense que c'est toujours bon de on le sait, de se rappeler, s'encourager, effectivement, qu'on est tous complémentaires. Et merci de nous avoir rassemblés, de nous avoir donné ce bon moment et d'apprendre à mieux te connaître, parce que effectivement, on n'avait pas trop eu l'occasion d'interagir. Je vais rebondir parce que moi, c'est vraiment ça que je repars avec, cette joie de la fraternité, en fait, parce que c'est vrai, je vous connais pas forcément si bien que ça, et voilà, ces petits. Merci le sel de nous avoir donné l'opportunité de passer ce temps ensemble et de mesurer qu'on est ensemble, quoi. On est ensemble dans le combat, on est ensemble dans le travail, on est ensemble dans l'œuvre de Dieu, et moi, ça me fait, voilà, je me sens, franchement. Je trouve que c'est un moment chaud comme ça, un moment de communion que je vis. Alors même s'il fait pas hyper chaud là, mais j'étais en train de me dire, est-ce que tu emploies ce vocabulaire volontairement? Voilà, pour être honnête, en fait, il fait froid. Donc, mais heureusement que la chaleur humaine est là. Merci à vous. Et ça donne des indications sur la date d'enregistrement de cette émission. C'est bien. Oui, merci. Je suis vraiment d'accord ça donne quelque chose en plus, en fait, d'être ensemble et de pouvoir partager ensemble aussi les uns sur les autres. Bon, on se croise parfois, on sait différentes choses. Mais là, de le faire dans ce cadre-là et d'appuyer sur nos complémentarités, sur le respect et l'appréciation qu'on a les uns des autres, et du travail des œuvres communes des uns et des autres, je trouve que ça, c'est très précieux. Très précieux. Après, moi, c'est vrai qu'au début, j'ai toujours peur de rater les éléments, parce que après je vais me dire juste j'aurais dû dire ça, non, mais ça c'était important, etc. Mais on se le dit tous. Voilà. Donc, c'est pas là l'important, en tout cas, je pense. Oui, on peut jamais tout dire, mais ce qui compte, c'est faire émerger quelque chose qui vient du cœur, je crois. Et ça, c'est mission accomplie. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo à vous quand même aussi, parce que bravo, vous menez bien les choses, et on se sent à l'aise. Et... Top.
C'est objectif. On est au bout de cette saison 3, en plus de la rue du sel. C'est on clôture cette saison. Donc c'est 3e année de cette émission. Donc voilà, un petit pincement au cœur au passage. Et puis voilà, l'occasion de... Là aussi, c'est pas 70 ans comme Portes Ouvertes, c'est 3. Mais voilà, c'est aussi l'occasion d'allumer la petite bougie dans nos cœurs et puis de se dire, voilà, belle aventure qu'on partage, Jean-Philippe aussi, depuis 3 ans. Allez, on vous salue bien fort. Portez-vous bien. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, j'imagine que vous avez le réflexe. Si vous n'avez pas toutes les informations, il y a ces sites internet de Portes Ouvertes, de MEDER, du sel, vraiment où il y a plein d'infos qui sont très très bien formulées, bien faites. Il y a plein aussi de documentation sur les réseaux, etc., des newsletters qui existent. Voilà, c'est bonne pratique à avoir parce que ça crée aussi une régularité, s'abonner aux newsletters et c'est des mails qui arrivent et puis qui donnent un petit peu de couleur et de solidarité dans notre quotidien, dans notre flux de mails. Voilà, donc c'est, je crois, une belle invitation qu'on peut vous proposer. Allez, on vous fait plein de bisous et on vous dit à très vite.